Bonjour à tous. La conférence de Gilles Clément, en fait, elle va permettre d'inaugurer une série d'ateliers de co-conception dont les dates sont disponibles sur le site de Paris 8. Et voilà, là, plus particulièrement, c'est sur la notion de jardin en mouvement. Donc je vais d'abord laisser donc les personnes qui s'occupent du projet se présenter, et puis je vous souhaite une bonne conférence. Donc je suis prétendument paysagiste, enfin c'était comme ça, c'est officiellement comme ça que j'exerce mon métier depuis longtemps, mais je suis aussi enseignant, j'écris des livres, je fais des conférences donc. Mais je dis souvent plus volontiers que je suis jardinier. Pourquoi ? Parce que dans la façon que j'ai de voir une construction dans l'espace, je donne un privilège au vivant et pas forcément à l'architecture, même si la résolution esthétique est fondamentale, mais elle intervient en second plan. Tout est évidemment lié, sauf que pour arriver à faire un projet qui, de mon point de vue, peut fonctionner dans le temps, il faut que les composantes du jardin, plantes et animaux, disons vivants, non humains, soient en place et puissent continuer de vivre et se développer, et qu'on ne soit pas dans la névrose de l'extinction des espèces. Moi, j'ai appris à tuer. Enfin, il y a longtemps, c'était l'époque où je faisais des études d'ingénieur horticole. On nous apprenait à tuer. Alors, c'était très étrange parce qu'on nous apprenait d'abord ce que c'était, avec beaucoup de sciences, le monde justement botanique ou entomologique, etc. C'était assez bien fait. Et après, dans la deuxième partie de cet enseignement, il y avait la manière de s'en occuper pour la production, puisqu'au fond, c'était il y a longtemps de ça, mais quand même, c'est malheureusement, je crois, toujours un tout petit peu comme ça que ça se passe dans les lycées agricoles aujourd'hui. Et là, on garde une espèce, on tue toutes les autres. C'est tout. La stupidité même de la monoculture, elle est révélée, on la connaît bien, mais le danger aussi, vous savez, mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est un adage paysan, on ne le fait pas, on ne fait pas ça. Si le panier tombe, il n'y a plus rien, on n'a plus rien. Vous voyez ce qui se passe en ce moment avec les éleveurs, c'est pas des éleveurs, non, c'est ceux qui cultivent les betteraves. Vous êtes au courant quand même, là. Pour faire le sucre, ils font que ça, la betterave est attaquée, voilà. Donc il faut relancer ce qui tue non seulement le petit puceron qui va sur la betterave, mais tout le reste. Plus dangereux et stupide, ça n'existe pas, c'est criminel, complètement. Donc ma position à moi, elle est de mettre en avant le vivant, mais par un niveau de connaissance. Et ce serait très intéressant que ça puisse exister à titre pédagogique dans un lieu comme une université, évidemment. Ça, ce serait bien. Mais encore faut-il que pour le gestionnaire, il y ait un vrai jardinier. Ce qui n'est pas toujours évident. Parce qu'il y a souvent des techniciens de surface. Ceux-là, ils arrivent avec des souffleurs, des aspirateurs, des machines qui font du bruit et qui taillent et tout, mais pas forcément avec une connaissance du vivant. C'est un peu plus rare. Ça devient maintenant, heureusement, un peu mieux représenté. Donc alors, le jardin en mouvement, pourquoi ça s'appelle comme ça ? C'est en fait quelque chose que je n'aurais pas du tout imaginé au départ. Il s'agit d'une expérience d'abord de terrain, sur mon propre terrain, quand, à partir de 1977, j'achète un bout de terrain en Creuse. Et j'essaye de garder tout ce qui est vivant là, et en particulier des chenilles qui donnent des jolis papillons, ou des taupes dont personne ne veut. J'essaie de garder, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne, et puis de garder. Et ça, à ce moment-là, j'ai dû prendre en compte, alors ça ne marche pas là, mais ça marche comme ça, oui. Oui, ça marche comme ça. Les mécaniques biologiques des espèces, juste, je vous les explique très brièvement. Il y a les plantes qui sont relativement statiques sur le terrain et qui créent l'architecture plus facilement que d'autres. C'est cette catégorie, c'est la catégorie située à gauche du pointillé. Les plantes ligneuses, arbrisseaux, sous-arbrisseaux, et les plantes qui, elles, ont tendance à modifier disons l'espace par des floraisons, par des
des apparitions de quelques espèces qui disparaissent. Les bulbes, on ne les voit que par un certain temps, etc. Puis d'autres sont... Hein? Ah oui, c'est joli ça. D'accord. Merci. Et puis, il y a cette espèce-là, enfin ce groupe biologique-là, qu'on appelle les thérophytes, c'est des plantes à cycle court, qui, elles... Alors, je ne vous donne pas tous les noms, mais enfin, peu importe. Disons, phanérophyte, ça veut dire très visible. Chamaéphyte, ça veut dire nain, ça veut, etc., etc. Les plantes qui sont à cycle court, c'est-à-dire celles-ci, toutes les autres peuvent rester en place et se reproduire par un mode végétatif, en plus de la reproduction normale par la graine qui suppose la sexualité. Mais là, il n'y a pas d'autre choix. C'est la graine, c'est tout. Elle meurt après avoir fait la graine, mais la graine est tombée. Sauf que la graine peut être transportée par le vent ou par un animal. Très souvent, les animaux, ils font un boulot incroyable. Donc cette plante que vous avez ici, tout à coup, l'année suivante, elle est là-bas, au printemps d'après, vous voyez ? Mais vous voulez la garder, qu'est-ce que vous faites ? Compliqué. Vous n'avez plus d'espaces qui sont spécialement réservés à ces espèces-là, fixes, c'est impossible. Il faut que vous changiez aussi l'espace. C'est ce qui s'est passé pour moi avec une plante vagabonde très... Bon, ça, c'est les plantes qui s'envolent, hein, les graines, c'est normal. Les samarres des érables. Donc là je vous montre une plante la graine du pissenlit qui vole très très haut parfois, hein, et qui va aller se ressemer très très loin. Mais la samarre de l'érable c'est un arbre. Même l'arbre, lui, il va bouger. Bon, pas aussi facilement que d'autres espèces, mais quand même, il va le faire. D'ailleurs, il y avait un paysagiste qui avait fait un très joli diplôme en fin d'études. Il avait ramassé les samarres des érables, donc cette graine au bout duquel il y a une aile, les avait peints en rouge. Il était monté à la Tour Eiffel, alors il y en avait 400-500, hein, il y en avait beaucoup, il les a jetées. Elles ont tourné comme des hélicoptères, comme ça, vous savez, c'est spectaculaire. Puis après, il est allé les ramasser pour voir où elles étaient tombées. C'est pas facile, ça c'est pas facile. Là, pour le coup, il a eu beaucoup de mal, mais ça faisait la démonstration du fait qu'une plante voyage facilement. Donc voilà, il y a donc cette notion-là du voyage. Il y a une autre notion qui est très importante et que je dis souvent à mes étudiants. Dans notre métier de paysagiste, jardinier, si nous ne faisons rien, nous sommes utiles à tous. Ça, vous pouvez le noter. Ce n'est pas tous les métiers, mais celui-là, oui. Parce que si nous ne faisons rien, nous faisons une forêt, toujours. C'est assez rare que la forêt ne puisse pas s'installer. Vous abandonnez un sol, ici vous abandonneriez tous les lieux de l'université, il n'y a plus d'entretien, vous seriez dans une forêt assez vite. Alors ça passe par des strates quelquefois pas forcément très, très agréables. Hein. Là, ici, la friche armée, c'est-à-dire avec plein d'épines, mais qui permet aux jeunes ligneux de pousser au sein des ronces en les protégeant de la prédation. Bon, il n'y a pas beaucoup de prédateurs, genre... chevreuil ici, d'accord, mais bon, dans d'autres endroits, oui. Mais c'est utile, toutes ces ronces. Bref, au bout d'un moment, elles vont mourir à l'ombre de la forêt, mais ça finit toujours par une forêt. Et ça fait quand même de l'oxygène, on en a besoin. Puis en ce moment, la question se pose de manière un peu plus sérieuse qu'il y a quelques années. Donc, cette dynamique-là n'est pas inintéressante, car il se pourrait que on va faire un tour demain, je ne sais pas si c'est avec vous ou d'autres, mais une promenade dans l'espace ici pour voir si par hasard il n'y aurait pas des espaces où on pourrait justement ne rien faire, de façon à accueillir une diversité très variée, mais aussi à laisser venir des ligneux qui monteront comme ils le volent jusque là où... Et c'est plus intéressant encore aujourd'hui de faire ça qu'il y a quelques années, parce qu'on est en plein changement climatique. Donc, il se peut que les espèces qui s'installent et poussent volontairement bien, comme elles sont heureuses d'être là, on doit y prêter une attention particulière, et on sera peut-être obligé de faire des sélections, des trucs comme ça, mais enfin bon, alors que d'autres, que l'on aurait bien voulu voir pousser,
ne veulent pas venir, ne veulent plus venir parce qu'elles ne sont plus adaptées à ces climats qui changent. Vous voyez, on est en train de voir la disparition des hêtres, par exemple, dans des zones climatiques comme les nôtres, mais il y a des érables du sud qui arrivent plus facilement, des chênes-lièges, des choses comme ça. C'est tout juste si on ne va pas faire de l'huile d'olive bientôt, mais je crois qu'il y en a qui le font à Paris. C'était pas prévu, ça. Ouais. Bon. Donc on est en plein changement. Mon expérience se situe à la rencontre, ça c'est mon terrain, en bas là, de paysages ouverts exploités industriellement malgré tout, bien qu'on soit en Creuse, vous voyez là, où il y avait autrefois 20, 25 parcelles, il n'y en a plus que 2 ou 3. Et moi je suis plutôt dans un lieu qui est justement dans cet ensemble forestier qui est arrivé à la suite de l'abandon de l'utilisation des sols en pente. Si j'ai pu acheter ce terrain, c'est parce qu'il n'est pas commode. On ne me l'aurait jamais vendu, sinon. Parce que les machines ne vont pas facilement. Mais à la main, on peut faire plein de trucs. Là, j'ai commencé par me dire comment je vais pour pâtuer. La Cuculia verbaci, elle s'appelle, c'est pas très joli, mais enfin bon, elle mange de la molène, mais bon tant pis. Pourquoi ? Parce qu'elle sert aussi de nourriture à d'autres animaux, bon, pas celle-ci. Ça, c'est une chenille que les oiseaux repèrent en se disant « elle est rayée jaune et noire, c'est pas bon, je la mange pas. C'est poison et ils le savent ». Bon, ça s'appelle les mécaniques de la coévolution. C'est-à-dire depuis tellement longtemps, bien avant que nous ne soyons là, ces êtres ont cohabité au point de savoir entre eux qui est bon, qui est mauvais. Ils sont assez informés. Nous, moins. On balbutie là-dedans. Donc moi, mon travail, il constitue en gros à essayer de regarder toutes ces choses-là sans tuer. Bon, cette chenille donne ce papillon qu'on appelle la goutte de sang. Mais quand il y a eu une culture de maïs tout près, heureusement il n'y en a plus à cet endroit-là, elles ont disparu. Cette espèce est très sensible. La chenille, elle mange le senson de Jacob, qui alors s'est multiplié comme un fou. Mais bon. Donc il y a toujours des rapports de régulation avec les espèces. Vous voyez, ça, c'est un qui vit sur l'ortie. Pas lui, mais la chenille, évidemment. Et ainsi de suite. Et je ne vais pas vous faire un cours là, des écosystèmes, on n'aurait pas le temps, ce serait trop long. Mais voilà la plante qui a été à l'origine du terme de jardin en mouvement. C'est une grande berce. La berce du Caucase, qui est une plante exogène, donc elle vient du Caucase. Alors elle n'est déjà pas bien vue parce qu'elle vient d'ailleurs, ce qui est, alors là, d'une incroyable, c'est un jugement, enfin je ne comprends même pas qu'on puisse la voir, mais bon. Et en plus, elle est photosensibilisante, ça c'est vrai que c'est désagréable quand on la touche et que la sève vient vous brûler sur la peau. Là, vous pouvez, au soleil, avoir une vraie brûlure profonde. Bon, enfin, c'est pas plus dangereux que ça. Sauf qu'elle est assez envahissante quand même. Donc moi je la jardine, mais quand elle est d'abord arrivée dans un endroit comme celui-ci, et ça c'est les jeunes pousses, les jeunes semis venant des pieds mères à cet endroit-là, et bien là, il y avait un passage commode. Bon ben, je me dis que je l'ai laissé pousser, puisque de toute façon c'est une thérophyte, elle va mourir après avoir fait les graines, elle va disparaître. Donc c'est pas grave, ben, je tonds à côté, c'est-à-dire je fais le passage ici. Voilà. Donc le jardinier change l'architecture, peut-être un mot un peu exagéré pour ça, mais enfin l'architecture temporaire du jardin, et d'une année sur l'autre, ça peut changer, même au cours d'une saison, ça peut changer plusieurs fois. Ça s'appelle le jardin mouvement pour cette raison-là, c'est-à-dire qu'en respectant la totalité des dynamiques biologiques, quelles qu'elles soient, il y a la dynamique du déplacement physique. Eh bien, si une plante s'en va là, on va changer l'espace. C'est ça l'histoire. Alors vous voyez, elle pousse, elle fleurit, elle transforme complètement l'espace, on ne peut plus passer du tout. Et finalement, elle fait les graines, et bien elle va se semer ailleurs. Ça, c'est une île qui a poussé plus tard. L'échelle, c'est une plante immense, géante. Vous voyez que le chien vous donne l'échelle. C'est une grande plante. Et elle attire énormément d'insectes, donc elle a aussi beaucoup d'intérêt pour cette raison-là. Là, on voit des cétoines et des cérambix, dont les larves sont dans le sol, pas du tout dangereuses. Ça a été un peu plus compliqué pour la taupe, pour comment la faire admettre. Aujourd'hui, j'y suis pas encore arrivé. Mais l'année dernière, en 2019, je ne sais pas s'il y a des taupes ici. Vous en avez vu, vous ? Il n'y en a pas.
n'y a pas de taupe à l'université. Quoi? Ah, voilà. Il y a un panneau. Oui, oui, c'est pour ça qu'il faut être dans les normes et tout. Ouais. Ben, il faudrait qu'elle ait à manger surtout. Parce que les taupes se nourrissent, sont des carnivores, de ce qui se trouve dans le sol. Or, elles ont un avantage. Bon, là, vous le voyez avec de la neige par-dessus. C'est pas comme ça d'habitude, hein, mais enfin, c'était une photo amusante à prendre. C'est que remuant le sol, elles font remonter des graines au niveau du sol et elles lèvent la dormance de graines qui ont besoin de lumière, d'eau pour pouvoir germer. Et la plupart de ces plantes, ce sont des messicoles, c'est-à-dire des plantes des moissons. Mais les plantes des moissons, elles ont disparu des moissons parce que les terres sont toutes stérilisées. Dans les moissons, c'est des substrats. On sème, on met les intrants, mais il n'y a plus de vie. Vous n'avez pas de taupe, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais dans des sols qui ne sont pas stérilisés, il vous reste encore du vivant là-dedans, mais aussi une diversité, notamment des plantes à cycle court. Si on dit qu'on veut conserver la diversité, parce qu'on en dépend, on ne l'exploite pas dans sa totalité, mais enfin on en dépend en général, bon, ben, on essaie de la conserver, y compris celle-là, alors merci la taupe. Parce qu'elle les fait germer. Ça, c'est des molènes, mais c'est les nielles, les nigelles, vous avez les bleuets, les coquelicots, évidemment, en font partie, mais il y a des euphorbes, il y a des tas de choses comme ça. Et l'année dernière, comme on m'avait demandé d'intervenir à Lausanne, pour faire un jardin éphémère. Moi, j'aime pas beaucoup ça. Hein. Mais bon, comme c'était Lausanne Jardin, ils relançaient cette activité, ils y tenaient beaucoup. J'avais une exposition sur mon travail là-bas. Ils m'ont dit OK. Ils m'ont dit le thème, d'ailleurs, c'est le sol. Oh, bah, je leur ai dit, alors là, je vous fais un jardin, je vous amène des taupes. Là, il y a eu un petit blanc. Ils m'ont dit, écoutez, oui, enfin, on en a déjà. Bon, d'accord. Et puis finalement, je leur ai proposé un cadran solaire, parce qu'ils ont insisté, hein, pour taupes, enfin pour nous, mais à propos des taupes. Et comme c'est la montre suisse et tout, ça va bien, ils ont accepté, ça leur a plu. Mais je leur ai expliqué pourquoi, hein, le cadran solaire aussi. C'est qu'à l'époque où moi j'avais des clients privés et où j'avais pas encore eu mon terrain et où je faisais je tuais, quoi. On tuait les taupes avec de la strychnine, hein, c'est pas rien. Hein, ça, pour le coup, c'est dangereux. On tuait des chiens, des belles-mères et tout. Mais c'était connu. Hein, ils ont retiré du marché. Okay, mais un jour, j'arrive chez un client. Il était au rez-de-chaussée. Il avait ouvert la fenêtre. Il avait son fusil. Parce il me dit, oui. Elle arrive à 7 heures le matin, midi, 5 heures l'après-midi. Il était très énervé, mais il avait raison. C'est effectivement à midi, et hop, là, au bout de la petite pelouse, là, on voyait une taupinière, et il a tiré dans la pièce. Je ne vous dis pas le bruit, les oreilles, tout. Il me dit quand même, on ne peut pas jardiner comme ça. Et c'est avec un fusil, bon, je ne suis jamais revenu le voir parce que c'était trop difficile, mais est-ce qu'on peut trouver un côté positif? Je l'ai fini par le trouver, et je leur ai expliqué ça. On a fait un cadran solaire. Ce n'est pas le plus joli jardin que j'ai fait, hein. Enfin, il a un grand gnomon et il jette son ombre sur 3 grands rochers aux heures indiquées, en supposant que les taupes suisses ont les mêmes horaires. Ça, je n'ai pas vérifié, je n'ai pas eu le temps. Enfin bon, c'est un animal qui a son utilité. Ce n'est pas le cas du ratopier, hein, qui lui va manger des plantes aussi. Ça dépend des animaux dans la terre, mais bref. Ça me donne donc aussi un changement dans l'espace. Les molènes deviennent géantes également, fleurissent. Il y a 4 espèces comme ça. Et là, vous le voyez peut-être. Vous voyez les taupinières? Les voilà. Tous les petits points blancs, là. Ça, c'est un sol très drainant, c'est de la arène granitique. Donc là, c'est un drone, hein, qui a pris la photo, évidemment. Et tous ces trucs-là, l'herbe n'a pas eu le temps de repousser dessus. Et il y a une époque où les taupes descendent, elles arrivent dans la partie la plus humide, elles ne sont plus du tout dans cette région-là. Enfin voilà, quoi. Donc on vit ensemble, plus ou moins. Vous les voyez mieux là. Alors évidemment, ce n'est pas très green de golf, hein. On est un peu loin de ça. L'autre notion qui est en relation avec l'entretien du jardin en mouvement, c'est le jardinage par soustraction. C'est-à-dire que quand vous entendez du bruit, on coupe, on taille, etc. Là, ce n'est pas ça du tout. Justement, la terre avait été retournée. C'était dans ce talus, ici.
il ne marche plus ici. Là, un arbre est tombé, a relevé le sol, ça a fait le coup de la taupe, ça a levé la dormance de ces graines-là qui sont des euphorbes qui ont recouvert tout, même les escolias. Je ne savais pas que les graines étaient là. Donc ça supposerait que dans n'importe quel sol, qui n'aurait pas été stérilisé bien sûr par des intrants chimiques dangereux, on a un jardin gratuit. Il suffit de le bouleverser un petit peu. Bon. Et moi, mon travail a consisté à enlever les plantes parce que je les repère quand elles sont jeunes, qui peuvent gêner celles que je veux garder. Ça, c'est pas du désherbage, c'est du jardinage par soustraction. Mais ça suppose un travail complètement artisanal, manuel, voilà. Et ça change tout le temps parce que de toute façon, il y a des vagabondes là-dedans, les euphorbes sont partis ailleurs, il y a des juliennes qui sont arrivées, et ainsi de suite. Le troisième élément du jardin en mouvement, c'est l'accident. Un arbre qui tombe, il n'est pas forcément mort. Et peut-être on peut le garder. Et c'est ce qui s'est passé avec le pommier. J'ai encore ramassé, ça fait longtemps, hein, une trentaine d'années qu'il est tombé, j'ai encore ramassé des pommes cette année. Donc vous le voyez avec son houppier penché, là, qui lui a disparu parce qu'il était trop fatigué. Ça m'a amené à tondre autrement. C'est très intéressant, ça fait apparaître une diversité herbacée pas prévue. Mais surtout, ce que vous voyez là, c'est qu'ayant coupé le houppier disparu, hein, voilà, il y a eu des réitérations. Là, c'est une photo qui est bien après. J'en ai sélectionné une, et vous avez donc un nouvel arbre. Mais les racines sont là. Donc vous avez un arbre à angle droit, qui fait un banc aussi. Donc ça, c'est une possibilité qui donne d'ailleurs une illustration à un constat des scientifiques qui dit un arbre, ce n'est pas un individu, c'est une colonie. Chaque branche a quelque chose à dire, a même parfois un génome singulier lié à un système racinaire et il y a un axe porteur. Si vous avez une branche qui meurt, ça ne veut pas dire que l'arbre meurt, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on apprend, qui sont nouvelles, je veux dire, c'est pas du tout... Donc ce jardin, il est fait avec le mouvement dont on vient de parler, du comportement, comme ça, du déplacement des espèces à cycle court notamment, mais aussi des choses qui modifient l'espace parce qu'il y a une chute, un accident, un truc comme ça. Voilà, puis il y en a plein, hein, avec plein de réitérations au-dessus du ruisseau, des arbres qui sont toujours vivants, mais qui continuent de... Là, c'est un autophagus qui a fait un petit filtre, comme ça. Voilà. Donc c'est cet ensemble-là, c'est cet esprit, comme vous voyez à travers une image comme celle-ci, de ce jardin, mais avec des plantes qui mélangent la flore indigène et la flore exotique. Vous voyez des grandes feuilles de Gunera dans le fond. Ça, c'est une plante qui n'est pas du tout de chez nous, elle est originaire des Andes. Puis à certaines saisons, il y a des fleurissements qui sont arrivés simplement parce qu'on a laissé pousser et se développer ces bulbes, c'est assez banal. Et une flore sauvage, là où on ne va pas forcément entretenir. Voilà, ça vous donne la taille des Gunera. C'est quand même une grande plante. Et l'esprit général de ce jardin, vu d'en face, du talus d'en face, vous avez un mélange entre ce qui est formaté ou reformé tous les ans par la taille, mais il y a très très peu, c'est des buissons comme ça qui marquent le côté statique pour valoriser et surtout faire comprendre le mouvement. S'il n'y avait que quelque chose qui bouge tout le temps, on serait peut-être perdu et ce ne serait pas forcément facile de l'accepter même. Donc c'est un mélange entre les deux. Ça, c'est un plan bidon. Ça sert à rien. Mais il fallait le faire parce qu'il fallait que je le montre, je ne sais plus, pour une publication, puisque de toute façon, ça change tout le temps. Donc, bon, mais c'est une indication. Il est fait après, hein, pas fait pendant ni avant, puisque la conception se fait sur le terrain. Vous ne pouvez pas dessiner un jardin en mouvement sur une table à dessin. Vous pouvez faire semblant. Je l'ai fait plusieurs fois, hein, ben voilà. Mais tout se passe en réalité sur le terrain. Les nuages, ne vous inquiétez pas, hein, c'est des changements de chapitre. Donc voilà, le premier espace public où ça a été mis en œuvre, c'est en 1985, le concours 82, c'est l'inauguration du parc André Citroën, avec une partie qui est petite, hein, pas très grande, dédiée au jardin en mouvement, qui est ici, cette partie-là. Et dans un espace qui est quand même très dessiné d'un point de vue de son architecture, il a quelque chose de très formel. Ça, c'est le plan bidon aussi, hein,
Mais il me l'avait demandé, moi, il fallait que je le dessine quelque chose. J'ai dit, bon, ben voilà, ça va faire des vagues. Puis c'est pour ça qu'il s'est passé, mais c'est pas grave. Donc il y a toute une partie qui est très, très architectonique, hein, avec des arbres taillés, des haies, et ainsi de suite, et qui sont en rapport avec ce que l'on veut dire dans le jardin, avec le cheminement, avec l'architecture. Nous sommes 2 équipes sur ce projet, peut-être. Vous les connaissez, les architectes, Patrick Berger et Jean-Paul Viguier, et l'autre paysagiste, Alain Provost et moi. C'est un travail qui s'est fait à 4. Jardin en mouvement, lui, il ressemble plus à un sous-bois clair, avec une gestion qui a commencé avec ce jardinier-là, à l'époque où on n'avait pas peur, on n'avait pas de masque, on n'avait même pas de... Voilà, vous voyez, il est en short. Vous imaginez ça? Ça c'est impossible aujourd'hui, ils sont en fluo. Comme s'ils étaient dangereux. Hein. Je ne comprends pas qu'on se soit arrivé là. C'est pas gentil pour... Bon, enfin bref. Il était là en train de faire... Justement, lui, il dessinait. C'est lui le dessinateur, hein, là. Vous voyez? Il fait une courbe parce qu'il a jugé qu'il fallait enlever quelque chose là et laisser quelque chose ailleurs. Donc ça, c'est pas quelque chose que vous pouvez faire sur la table à dessin puisque ça dépend de toutes les plantes qui arrivent sur le terrain. Bon, après, il a changé les formes et ça change tout le temps. Il y a des équipes qui reprennent ça en main parce que ce n'est pas toujours les mêmes qui s'en occupent à la ville de Paris. Mais ça marche. Ensuite, il y a eu d'autres exemples dans d'autres endroits, à l'abbaye de Valloire, autour d'un petit jardin qui est en hommage à Lamarck. Il y a une gestion assez traditionnelle dans la partie basse avec les 3 termes importants de l'érosion, de la biologie et des nuages, parce qu'il avait quand même Lamarck nommé pour le premier les nuages. Mais dans toute cette partie qui rejoint, ça fait 10 hectares, hein, c'est très grand le parc, il y a une gestion de jardin en mouvement avec énormément de graminées et aussi des grandes berces. À Lille, le parc Matisse renvoie à quelque chose d'autre que j'évoquais tout à l'heure, c'est on ne fait rien. C'est pas vraiment là pour le coup le jardin en mouvement, c'est cette espèce de plateforme surélevée à 7,50 m était nue. C'était juste le sommet d'une colline que j'ai voulu qu'on garde pour qu'on puisse laisser la nature faire ce qu'elle veut. Donc les graines sont arrivées, les arbres ont poussé, personne n'a planté. Ça, c'est le tiers-paysage. Hein. Ça renvoie à une autre notion. Mais la gestion elle-même du parc public, et qui fait 8 hectares, elle est dans un esprit de gestion du jardin en mouvement. Tiens, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bon, ben ça, on le reveut. C'est pas dans les images... C'est dans le lycée Jules Rieffel, mais bon, ça fait rien, on le verra tout à l'heure, si on le voit. À l'ENS à Lyon, il s'est passé quelque chose de supplémentaire, mais je crois qu'ici, vous êtes avec ça, c'est les moutons. Il y en a un, c'est ça. Hein. Et ça, c'est assez récent. Bon, à l'ENS à Lyon, parc aussi de 8 hectares, ça a commencé par Michel Salmeron, gestionnaire. J'y avais pas pensé, mais qui a mis ça en place il y a maintenant, ça fait presque une vingtaine d'années. Donc on est dans le cœur de la ville, il y a un truc un peu comme ça, construit dans l'espace central, qui est une prairie bien taillée, tondue, donc ça rassure. Puis le reste est géré comme un jardin en mouvement, avec des tas d'espèces qui mélangent des choses qu'on a plantées et des vagabondes qui viennent d'arriver. Voilà la prairie centrale, avec les 2 côtés qui sont fauchés. On voit bien la différence de couleur. C'est fauché parce qu'on a laissé pousser pour faire des meules pour nourrir les moutons. Et ça a été un apport très important. Dans la partie qui, elle, est fauchée, il y a un dessin qui change tous les ans en fonction de ce que l'on veut faire. C'est pour une commodité de cheminement ou pour aller voir, qu'on puisse aller voir sans se mouiller les pieds ou je sais pas quoi, des plantes ou des choses comme ça, vous voyez. Mais ce dessin-là va forcément être différent d'une année sur l'autre. Ça, c'est le foin qu'on ramasse. Ça, c'est les moutons. Alors, vous devez avoir des moutons blancs. Ils sont blancs, hein. Lui, il avait trouvé les moutons de Sohay, qui sont des moutons sympas parce qu'on ne s'en occupe pas, en fait. Ils ont été habitués à vivre sur une île au large de l'Angleterre pendant tellement d'années qu'il n'y avait pas besoin de venir et ils sont devenus très, très autonomes. Bon, ils se multiplient, alors quand il y en a trop, on les donne. Voilà, donc ça, c'est le parc... ça revient, là. C'est le parc de l'ENS. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pas grave, hein.
Ça, c'est à Bruxelles, l'escalier jardin qui a été entièrement créé dans un talus, alors que personne ne venait dans ce talus et que c'était un entretien complexe. Aujourd'hui, c'est un escalier pour aller au supermarché. Il y a à peu près 1 millier d'habitants. C'est des espaces très, très populaires là. Ça se finit en un delta et la totalité de l'espace lui-même est gérée comme ça. Mais les gestionnaires sur le terrain au début, ils ont dit on va passer ça à la ville. Et la ville de Bruxelles a dit on ne sait pas faire ça. Ce qui n'est pas vrai, mais ils ne voulaient pas, je crois. Et finalement, c'est eux qui s'en sont occupés. Ça s'appelle le foyer laquenois. Et les gens du foyer, bon, ils ont fait ça. Et ça s'est tellement bien passé que la ville a repris la main en disant... Donc finalement, c'est quand même possible sans difficulté. Là, on voit bien dans la partie basse du talus toutes sortes d'espèces que on n'a jamais plantées, qui sont arrivées, qu'on a acceptées et que l'on gère. Parc Lille, je l'ai montré tout à l'heure. Alors je ne sais pas pourquoi les images se sont, excusez-moi, hein, se sont multipliées. Bon. C'est le parc de Matisse. Hein? Ah oui, voilà. L'ordinateur est en mouvement. Bon. Enfin, ça vous donne l'esprit de la partie qui n'est pas donc en plateforme inatteignable, mais qui est au contraire pour tout le monde, et qui est gérée de cette façon au parc Matisse à Lille. Donc tout ça suppose un enseignement, donc une pratique complètement différente de celle qu'on a d'habitude, avec des entreprises que moi j'appelle de techniciens de surface. Là, c'est des jardiniers. Mais un peu plus savants quand même que les jardiniers habituels, parce qu'il faut qu'ils arrivent à comprendre ce que c'est que cette espèce, ce qu'ils la gardent, ce qu'ils ne la gardent pas, à quoi elle sert, et ainsi de suite. Donc ça suppose qu'il y ait une petite formation de botanique, mais d'entomologie, d'ornithologie, et ainsi de suite. Ce n'est pas évident du tout. Donc là, voilà, des étudiants du lycée Jules Rieffel qui s'y mettent, font le repérage, et ils n'interviennent qu'après. On leur dit, oui, la zygène, elle n'est pas sur la scabieuse, sa chenille est sur la filipendule, et ainsi de suite. Voyez. Donc il y a des profs. Hein. Ensuite, ils font des constructions, ça c'est pour avoir des points de vue, des commodités de cheminement, mais il n'y a pas d'argent. Alors ça, c'est très intéressant. Le fait qu'il n'y ait pas d'argent oblige à fabriquer avec ce qu'on a. Eux, ils avaient la chance d'avoir une friche d'une quinzaine d'années. 6 hectares abandonnés par le lycée, parce que ce n'était pas des terrains très bons. Bon, voilà. Et ça a été pris en main par les profs et les étudiants. 3 profs et chaque fois une trentaine d'étudiants. Donc, ils pouvaient couper un arbre par-ci, par-là, utiliser ce qu'ils avaient. Bon, sinon, c'est plus compliqué. Mais il n'y avait pas d'argent pour aller acheter un arbre et le planter, même. Vous voyez, ce n'était pas prévu, ça. Donc, ils ont fait énormément d'interventions comme ça, relativement éphémères, parce que quelquefois, ça ne dure pas, mais intéressantes. C'est des terrains très mouillés, donc quelquefois, il fallait qu'ils soient un peu surélevés. Ils ont baptisé des arbres, donnant des noms de dinosaures à des vieux sureaux, et en les taillant, dans des choses comme ça. Fait des petits passages au-dessus de ruisseaux pollués, mais ils ont dépollué. Là, il y avait de l'huile de vidange qui arrivait dans le ruisseau. Maintenant, il y a des salamandres, il y a des trucs comme ça. Bon, c'est pas mal. Des énothères. Et puis, bien sûr, tracé dans la strate herbacée. Cette strate qui est la plus mouvante, comme je vous disais tout au début, facilement, quoi. Et ça change tout le temps. Ils ont même été faire des sentiers plus architecturés, pour le coup, là, dans les ronciers. Moi, j'aurais jamais osé. Maintenant, ces ronciers se sont effondrés parce que la forêt a poussé par-dessus, fait des fenêtres, etc. Donc, ce sont des interventions qui changent aussi tous les ans. Mais ce qui est intéressant, c'est que les étudiants reviennent voir ce qu'ils ont fait et voir ce que les autres ont fait aussi. Parce qu'ils se surveillent les uns les autres, ils jouent. Hein. Voilà, ben justement, ils jouent là-dedans. L'image que vous avez vue tout à l'heure, c'est un labyrinthe qu'ils ont fabriqué avec la tête des... On les voit, alors voilà. En sortant d'un petit boisement de chêne comme ça. Et l'autre partie, ils les ont taillés pour faire ça. Alors ça, c'est la partie la plus figée du jardin en mouvement. Puis il y en a une qu'ils appellent le chaos, avec des plantes dont personne ne veut d'habitude, parce que c'est épineux. Ça s'appelle des Ulex europaeus, là, des ajoncs. On leur a dit, vous faites avec. Et ils font des tailles comme ça, par exemple. Donc ils ont tout utilisé. Et ce taille en nuage, un peu spécial. Hein. Aujourd'hui, ça a des formes différentes. Mais c'est un peu un clou du parcours. Alors, il y a eu des télés, des gens qui sont venus faire des images. Puis, ils ont continué à faire des choses un peu à la japonaise. Bon.
Voilà, donc je finis sur l'idée que l'on pourrait aussi donc, ne rien faire en revenant à ce que je vous expliquais tout à l'heure. On peut avoir un jardin gratuit. Ça, c'est la carrière Meuse-Misérie à Nantes, où là, des arbres sont venus là-dedans, y compris des espèces de cascades de lierre absolument fantastiques, un paysagiste n'aurait jamais pu faire une chose pareille. C'est vraiment des sculptures. Et l'idée était de dire, bon ben voilà, le jardin il est tout fait, il suffit d'arranger un peu, quelques passages, pas grand-chose. Par contre, ce qu'on devrait faire, oui, il faut enlever quelque chose, mais c'est les bâtiments qu'il faut enlever là, vous voyez, au bout. Parce que quand ils sont gênants, ils ne servent à rien, c'est vilain. Enfin, il y en a un qui est un peu sacralisé parce qu'il est construit par Hennebique à l'époque où il a fait le premier béton armé. Mais ce n'est pas pour autant il est quand même inutile, vilain, et il bouche la vue sur la Loire. Alors, je ne sais pas ce qu'ils vont en faire, mais je crois qu'un jour ou l'autre, c'est prévu dans le projet. Hein. Ils vont changer. Moi, j'avais fait une image comme ça, où on arrive jusqu'à la Loire, on utilise le jardin gratuit, si je puis dire, faisant des passages, et on nomme Hennebique l'esplanade. Ça, tout va bien. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là, puisque c'est l'arbre héron qui est installé, mais c'est bien, hein, ils ont bien travaillé quand même. Je termine sur le changement climatique. On revient à mon propre jardin. Vous voyez le gazon l'année dernière. Et, enfin, c'est pas du gazon, parce que j'en ai pas, mais de l'herbe tondue, prétendument. Vous voyez ce que ça peut faire. Et moi, ce que je vois là-dedans, et que je n'avais pas vu du tout avant, c'est une chose, et je vois aussi dans la région parisienne, une brûlure. Et ça a continué, et ça a repris cette année. Et là, cette année, j'ai jamais vu ça. Je ne sais pas, peut-être quelqu'un peut m'expliquer si c'est mon appareil photo qui déconne, mais c'est rouge. En fait, la lumière, c'était une photo prise le soir, enfin en fin de journée. Pourquoi l'herbe était jaune et subitement, elle est devenue comme ça? Qu'est-ce qui fait que l'éclairage du soir le transforme? J'avais jamais vu ça, jamais. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vu déjà ça. Enfin bon. Donc on est en plein là-dedans. Et ce qu'on se pose comme question pour les jardins du futur, c'est ça, c'est-à-dire l'adaptation à quelque chose qui est un changement climatique, et le génie naturel, c'est-à-dire comment se comportent les végétaux et qu'est-ce qu'ils communiquent entre eux. Ce sont deux choses qu'on devra intégrer dans les jardins de demain. Ça, c'est la piloselle qui émet des toxines au bout de ses racines, elle se désherbe, et voilà, tout ce qui se passe dans le sol a beaucoup d'importance. Et je finis sur cette image, qui est une image de communication, où vous voyez deux arbres de la même espèce, Samanea saman, un arbre d'Amérique du Sud, dont la frondaison ne vient pas toucher l'autre, hein, ils se mettent à distance, et il n'y a pas d'interpénétration du tout, mais ça fait une espèce de lumière entre les deux, et c'est ce que les scientifiques appellent une fissure de timidité, les poètes, les scientifiques. Hein. Ça veut dire qu'il y a un échange entre les frondaisons, un arbre qui dit à l'autre « non, tu ne me touches pas ». Et probablement la même chose se passe au niveau des racines. Toutes ces choses-là, on commence à les découvrir petit à petit, mais ça montre notre niveau d'ignorance. Vous voyez, comme on s'est attardé à la forme, à l'architecture, à l'esthétique, au design, très vilain mot pour moi, on a oublié la vie. Mais non, il se passe plein de choses. On pourrait s'en servir, et on a besoin de s'en servir, en la mettant en préséance, et ensuite, bien sûr, intervenir, mais pas intervenir n'importe comment, quoi. Voilà. Donc ça change beaucoup les questions de l'entretien dans le temps, d'autant plus que ces formes arrivent le plus souvent dans l'entretien, au cours de l'entretien, et elles sont changeantes. Voilà ce que je voulais vous dire. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Je peux parler fort ? 1. Bonjour, merci beaucoup. Justement, dans tout ce que vous racontez, il y a une chose majeure qui est la question de la gestion postérieure. Donc, vous dites qu'il faut un jardinier, ça semble évident à la démonstration. Et
Et dans les collectivités, on est assez démunis de jardiniers. Il y en a, des super d'ailleurs, mais en fait, on a l'impression que malgré tout, la gestion courante va venir écraser tout ça. Et voilà, moi, je me dis comment former, faire savoir et mettre en valeur ces vrais jardiniers. Oui. Alors, il y a quelques entreprises qui se penchent sur la question aujourd'hui, dont une qui s'intéresse à la remise en état d'une école, Les Sages, peut-être vous avez entendu parler de Les Sages, une école de paysage et d'architecture de jardin, qui est une école privée à l'origine dans Paris, mais le programme a été refait complètement et elle est soutenue par cette entreprise qui s'appelle Mugo, mais aussi par d'autres entreprises et d'autres personnes qui acceptent l'idée de la préséance du vivant, puisque c'est le programme pédagogique est entièrement orienté là-dessus, ce qui change totalement les modes d'entretien. Alors cette entreprise-là, je ne pense pas qu'elle soit encore arrivée au point de gérer tout de façon suffisamment logique, tel qu'on vient de le dire, parce qu'il manquerait peut-être de personnel savant pour faire ça. Mais ils commencent et ils ont cette volonté. Après, il y en a d'autres. Il y a Mimesis, qui est une petite entreprise qui fait vraiment tout comme ça. Ça dépend, quoi. Mais ça, c'est nouveau, parce que ça n'existait pas avant. Oui. Tout à l'heure, tu montrais dans le jardin Citroën un jardinier. Et lui, oui. Il a été formé Franck. Par la ville de Paris. Comment ça s'est passé ? Lui, il est parti dans la communauté d'agglomération des Lacs de l'Essonne, où il a un poste de direction des espaces publics, des espaces verts, et où il gère tout comme ça. Mais il n'est plus à Paris. Et donc, du coup, pour répondre à la question de la collectivité, parce que est-ce que tu penses qu'il peut y avoir des jardiniers internes aux collectivités qui pourraient gérer justement Je pense que oui, mais il faut qu'ils soient formés. Et ça, tout dépend du maître d'ouvrage et des propriétaires et des gestionnaires. Il faut qu'ils acceptent l'idée de payer des gens correctement d'abord et qui ont justement ces capacités-là. Et non pas de faire venir des entreprises qui arrivent et qui s'en vont en courant avec des main-d'œuvre exploitées et qui sont au chronomètre. C'est pas ça un jardin. La question du temps, elle n'existe pas dans le jardin. On fait ce qu'il y a à faire et c'est tout. Mais on n'est pas en train de courir. Il ne faut pas qu'on taille à toute vitesse pour aller dans un autre, à toute vitesse taillée. Non. Ça, ce sont les entreprises qui font ça. Et c'est monstrueux. Le résultat est une catastrophe. Ça fait du bruit. Vous connaissez. La souffleuse, je ne vous dis pas l'outil le plus insupportable et inutile qui existe, qui enlève l'humus, qui assèche tout, qui détruit, quoi. On détruit les oreilles en même temps, ça pollue, enfin, c'est difficile de rendre... J'ai trouvé une application, je peux vous dire, une pour la souffleuse. C'est en visitant le parc zoologique de Maubeuge, où là, on nous a montré plein d'animaux qui étaient dehors, qui étaient il faisait froid, ils étaient dans la neige et tout, mais ils étaient tous contents. Il n'y avait personne, pas de visiteurs, il y avait que les soignants et nous, parce qu'il fallait qu'on revoie une histoire C'était suite à une tornade, il y avait eu des arbres qui étaient tombés, tout ça. Et on nous explique que pour ne pas avoir de consanguinité, il faut faire voyager les animaux pour les faire se croiser d'un parc zoologique à l'autre en Europe. Donc on les met dans des boîtes et on les enlève, on les envoie, puis voilà. Bon, c'est pas mal comme idée, c'est-à-dire de ne pas avoir de consanguinité. Et une partie est laissée dans les parcs zoologiques, comme c'est une partie des bébés, se développant tout seul, et une autre est renvoyée au bout d'un moment, pas tout de suite, parce qu'il faut que les animaux, une autre est laissée abandonnée à elle-même, donc elle est très vite, elle reprend de l'autonomie, ces espèces-là, ils sont renvoyés dans leur pays d'origine, lorsqu'il n'y a pas de braconniers dans ces pays-là. Donc c'est un projet quasi planétaire. C'est intéressant. Mais il faut les faire voyager. On nous montre le tigre de je ne sais plus où, le lion d'Asie, qui est un peu pas très gentil, qui aboie, qui est un peu plus petit. Tout. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait des lions en Asie. On nous montre le chameau, on nous montre le loup à crinière, enfin, tout ça. C'était très intéressant. Mais comment vous faites rentrer le lion d'Asie dans la boîte? Personne n'y arrive. La souffleuse,
Ça, oui. Ça marche. Vous faites vous comme ça, alors là, c'est insupportable. L'animal, il fait comme ça, hop, vous le rentrez, hop, vous voyez, terminé. C'est pratique. Ça montre que même un animal féroce qui vous sauterait dessus, il ne supporte pas ça. Et pourquoi nous aussi, on est des lions d'Asie. Enfin bon, je ne vais pas m'énerver là-dessus, mais c'est vous dire qu'il y a quand même une utilité. Mais c'est tout. Hein. Les autres, c'est une catastrophe. Hein. Quand j'ai vu comment on soufflait les sous-bois du parc de la Tête d'Or en enlevant tout, ça a séché les arbres, les petits bosquets sont morts. Non, c'est... Enfin bon. On a un peu dérivé. Mais... Il y a des questions? Sinon, moi, j'avais une autre question, Gilles. Ouais. Est-ce que tu as déjà, du coup, dans ton jardin ou ailleurs, planté d'autres... Est-ce que tu en es venu déjà à planter d'autres essences par rapport au réchauffement climatique? Pour l'instant, je regarde surtout ce qui s'en va et ce qui ne supporte pas. Et puis, je laisse pousser ce qui a l'air heureux. Mais il y a à côté, il y a pas une pépinière, un arboretum, l'arboretum de la CEDEL, où ils font, eux, des expériences. Alors, il se peut que je tire profit de leurs expériences à eux, à partir de chênes plutôt méditerranéens, d'arbres qui résistent avec des cuticules un peu épaisses. Parce que nous, on est à la Creuse, dans un département qui est l'un des plus secs de France. Vraiment avec des difficultés, quoi. Il y a des arbres qui meurent là. Donc pour l'instant, c'est pas dans mon jardin que je fais ça, mais par contre dans tous les projets qu'on met en place, on prévoit, notamment à Arc-Esnan, on prévoit des espèces qui sont prétendument supporter le changement climatique tel qu'on l'imagine. Parce qu'en fait, on ne sait pas trop. Vous voyez, changement climatique ne veut pas dire forcément une hausse de température énorme, c'est souvent des chocs. En ce moment, c'est plus des chocs. On est passé de plus 30 à 4 degrés dans la Creuse en 3 jours, quoi. C'est un choc, c'est pas un truc habituel. Mais il y a des plantes qui se sont réveillées par la vernalisation, c'est-à-dire le coup de froid, et qui se sont mis à fleurir, alors que d'habitude, elles fleurissent au printemps. Qu'est-ce qu'elles vont faire après? Parce que là, si elles fleurissent et qu'elles font leurs graines maintenant, c'est pas le moment, quoi. Donc, vous voyez, il peut y avoir des comportements qui vont être très contrariés, quoi. On n'a pas suffisamment de retours, d'expérience pour prendre des décisions en disant c'est la bonne plante qu'il faut... Enfin, il faut le prévoir. Moi, j'ai une question, Gilles, sur la cohabitation, donc humain, biodiversité, et l'aspect vernaculaire de ce que vous avez présenté. Comment vous le gérez? Parce que jardin en mouvement, il y en a un qui prime sur l'autre, a priori. Comment ça se passe? À quoi? Je veux dire, est-ce que la nature, pour vous, prime sur l'usage et les activités humaines, ou et c'est un partage ou... Alors, comment vous le gérez? Tout à l'heure, j'évoquais le mot expert comme étant effacé par l'effaceur, celui qui est missionné pour enlever les mots. C'est un petit livre qui vient de sortir. Je suis l'auteur, alors je connais un peu ce qu'il y a dedans. Et le premier mot à effacer, c'est nature. Pour la raison que ce mot-là a été créé par les Grecs anciens il y a très longtemps pour mettre le vivant non humain à distance, de façon à pouvoir le soustraire à la superstition polythéiste de l'époque et l'étudier scientifiquement. C'est le début des sciences naturelles. Pas mal. Sauf que cette distance a été prise de plus en plus au point qu'on a considéré que ce vivant non humain n'avait plus rien à voir avec nous. Rien. Et ça, c'est une erreur. C'est faux. Nous sommes des animaux. Un peu différents parce qu'on a un cerveau un peu trop gros, mais c'est tout. Franchement, c'est la même chose. Et je ne suis pas le seul à le dire, évidemment. Bon, c'est Isabelle Stengers qui m'avait mis sur cette idée en 2000, quand il y a eu l'exposition Jardin planétaire, et je suis tout à fait d'accord. Puis Philippe Descola, enfin, il y a des gens comme ça qui disent la même chose. Hein. Donc, il n'y a pas de privilège donné. Nous devons être heureux autant que les plantes et les animaux dans cet espace. C'est basique. Et finalement, ça se passe assez bien quand on accepte l'idée que nous ne sommes pas exactement avec des équivalents, parce qu'on n'est pas forcément animiste, on n'est pas obligé de l'être, mais en tout cas respectueux. Et c'est très intéressant. Hein.
Mais vous l'avez vu avec le confinement, vous avez vu ce qui s'est passé. Les animaux sont venus parce qu'ils étaient moins dérangés, il y avait moins de bruit. Ils sont avec nous. Ils sont avec nous. Si on accepte, si on les accepte, eux, ils nous acceptent. Hein. Voilà. Donc c'est une possibilité de vie. Mais je ne dirais pas que je vais donner un privilège en supprimant l'usage des humains. Non, c'est les deux, c'est ensemble. Et votre retour d'expérience sur le campus de l'ENS, par exemple, enfin, est-ce que vous avez des surprises, des choses la surprise, elle est bien. Vous n'attendiez pas. Les étudiants m'ont fait venir 2 fois parce qu'ils voulaient que je leur donne des explications justement plus sur le rapport à ce vivant-là, mais eux, ils l'avaient. Et s'ils ont demandé ça, c'est parce qu'ils avaient eu cette expérience-là, cette possibilité-là, et que ça leur plaisait, quoi. Alors que ils ne sont pas du tout dans ce monde-là. Hein. Ils travaillent sur d'autres... Enfin, même si on est, je sais pas, dans d'autres métiers totalement différents de ceux qui sont en rapport avec le jardin, on est concerné par ça, qu'on le veuille ou non. On regarde les fleurs quand elles fleurissent, tout le monde. Les arbres, quand les feuilles poussent, je sais pas, enfin, le soleil quand il se couche, bref, on est dans ce système, on ne peut pas s'en extraire. Et eux, ils ont bien vécu pour l'instant. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas retourné cette année, mais ça se passe plutôt bien, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Merci. Je me demandais, est-ce que vous avez voyagé dans d'autres pays pour voir comment ces pays-là, quelle est la notion dans ces pays du jardin, comment ils considèrent un jardin, est-ce que c'est la même chose que vous ou que dans d'autres pays européens? C'est une question. Oui, mais c'est une question très très importante parce que je trouve que, oui, j'ai voyagé dans plusieurs endroits, que l'on doit... C'est compliqué parce que nous sommes soumis à une mécanique de la mondialisation par une vision ultra-mondialiste, ultra-libérale et ultra-mondialiste, mais par l'économie, qui aboutit à un arasement culturel qui efface énormément de distinctions entre les cultures, au point que les gens s'habillent tous de la même façon, mangent à peu près tous, mais heureusement pas complètement. Le jardin fait partie des particularités. Quand je suis allé en Iran, moi, j'ai bien revu l'histoire même du jardin très dessiné, tel qu'il est un peu à l'origine de nos jardins occidentaux. On hérite de la Perse avec les 4 fleuves du paradis et le monde hispano-mauresque s'en est servi, puisqu'on retrouve les mêmes structures du jardin jusque-là. Bon, après, chez nous, il y a eu l'évolution vers un jardin classique et la perspective est quelque chose qui nous donne, avec des œillères comme ça dans la perspective, l'idée qu'on a le pouvoir jusqu'à l'horizon, d'accord? Puis les jardins aussi en Occident qui deviennent romantiques et complètement différents. Donc il y a quand même des étapes. Il y a aussi des choses différentes en fonction de... Mais quand on va au Japon, on est en prise avec une vision du monde, donc on est vraiment sur des cosmogonies qui sont toutes très différentes les unes des autres, où le relief, ou ce qui est exprimé quelquefois même à une échelle minuscule, comme dans un bonsaï, traduit cette vision-là avec la position des esprits. Donc on est dans un rapport très clair avec un animisme ancien. Ils ont toujours des temples shinto avec leurs temples indo-bouddhistes ou hindouistes, ou taoïstes, mais ils ont des choses qui sont en relation avec les esprits, mais dans une vision animiste très ancienne, où on ne va pas dans cet endroit-là, c'est les animaux qui y vont et c'est les esprits. Après, il y a les humains qui vont là, puis après, il y a tout ce qui donne la vie, la mer, etc. Le jardin du Ryoanji, qui est finalement un jardin sacré, il est en rapport avec cette vision du monde. En Guyane, quand j'ai vu les abattis et la façon dont les Amérindiens, qui sont devenus extrêmement rares, malheureusement aujourd'hui, s'occupent de leur lieu, alors eux, ils sont vraiment en fusion. C'est-à-dire qu'on est dans un monde justement animiste là. Pour le coup, là, le puma est un
un être humain déguisé en puma, l'arbre est un humain déguisé en arbre. Alors si on vient le couper parce qu'on en a besoin, ben, on s'adresse à lui et on s'excuse, mais enfin, c'est un équivalent. Et le fait qu'il y ait comme ça une vision sur l'équivalence des autres, ça fait un rapport complètement différent. Et là, la structure, la construction dans l'espace n'apparaît pas. C'est pas le but de... Même si on est surpris quand on vous dit c'est un jardin, alors que vous voyez un morceau de forêt vierge. Je dis, mais non, c'est pas du tout une forêt vierge. C'est un lieu dans lequel tous les gens qui habitent là sont intervenus. Ils ont planté. Ils ont récolté. Bon, ça se voit pas. On ne le voit pas du tout. Ils soulèvent jamais la terre. Hein. Ils ont raison d'ailleurs. Parce que dans ces pays-là, c'est terrible. Hein. On fait de la latérite très vite. Donc ils savent comment s'en occuper. Ils mettent pas le feu. Hein. C'est pas Bolsonaro. Hein. Je ne parle pas de ça. Donc, moi j'ai vu ça, j'ai un peu mis ça aussi en comparaison. Il y a des choses qui m'ont beaucoup plu, beaucoup intéressé. C'est très difficile d'enlever la charge culturelle en disant bon, ça va pas avec notre culture à nous. Mais, oui, mais d'accord, mais c'est intéressant quand même. Mais dans l'état actuel des choses, les visions du monde qui préservent le plus la vie, elles ne sont pas en Occident. Et elles ne sont pas sous l'influence de l'Occident. Je les ai vues justement chez les Amérindiens, en Afrique centrale et en Australie, chez les aborigènes, qui, eux, n'ont pas de jardin. Ils ne peuvent pas avoir de jardin. Parce qu'après avoir fait un boulot de dingue, d'abord, ils n'avaient pas de jardin, c'était des nomades au début. Mais ils sont voyagés partout dans leur pays, puis ils ont été obligés de se sédentariser, d'accord. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont faire un jardin, parce que l'esprit qui rêve, et qui, lui, est allé voir tous les animaux et toutes les plantes qui rêvent, qui savent rêver, mais qui ne connaissent pas le secret du rêve, il a fini par... c'est très fatigant de faire tout ça, c'est la création du monde. Hein, vous imaginez, il passe d'un être à l'autre, l'esprit, et il fait du boulot. Puis il arrive chez les humains, et là, il rêve, ils savent rêver et ils connaissent le secret du rêve. Et l'esprit s'arrête, fatigué, mais il se couche dans le sol. Il dort là. Il est hors de question pour eux, hors de question de remuer ça. C'est impossible, juste impossible. Ils vivent avec cette vision du monde. Je ne sais pas si vous avez vu un film qui s'appelle Le pays où rêvent les fourmis vertes. Je crois que c'était le titre de film de Werner Herzog, où là, on voit une pelleteuse qui vient s'affronter. Enfin, les aborigènes s'attaquent à une pelleteuse qui va ouvrir le sol pour faire une mine de je ne sais pas quoi. Et ils en meurent. Hein. Ils ne peuvent pas accepter. Donc tout ça est très très important. On ne prend pas trop en compte parce que nous, on pense qu'on a la puissance, l'argent, les moyens, etc. Ça s'appelle l'illusion de la maîtrise. Voilà. Oui. Quand vous parlez de diversité, je pense au brassage planétaire, la notion de brassage planétaire. Et donc, je me pose une question. Pour être résilient, comme sont les plantes, qui répondent un peu à ces chocs qui sont causés par l'homme, par le changement climatique en général, est-ce qu'on ne peut pas être résilient, par exemple, en exploitant la question du brassage planétaire à niveau de culture du jardin? Par exemple, ici, est-ce qu'on ne peut pas demander à des autres savoir-faire de nous aider, pas seulement les experts, pas seulement les jardiniers, mais tous, être plus conscients du changement de notre sol, de nos sols, et est-ce qu'on ne peut pas se former ensemble avec aussi cet savoir-faire et savoir pour être résilient, en fait, pour être prêt au changement. Par exemple, avec des savoirs d'Afrique, je ne sais pas si dans les futurs, on va avoir de manioc ou, je sais pas, des plantes. Mais je me suis posé cette question. C'est une bonne question. Alors ici, à Saint-Denis, il y a l'espace... c'est la ferme, j'ai oublié la ferme, il y a 1 hectare de ferme. Comment ? Voilà, zone sensible,
qui est extrêmement intéressante parce qu'il y a bien sûr ces vivriers. Donc ça va directement avec la question de comment fait-on pour survivre dans le temps. L'autoproduction, un accès à une certaine autonomie, mais avec aussi des produits qui sont changeants. Ce n'est pas uniquement les plantes que l'on cultive depuis très très longtemps, on a l'habitude, mais qui ne viennent pas forcément de chez nous non plus. La tomate et la pomme de terre, hein, on est dans le brassage planétaire depuis que le jardin existe. Enfin, on est dans l'accélération du mécanisme du brassage planétaire parce qu'il existe naturellement. Avec le vent, j'en parlais tout à l'heure, les déplacements. Mais nous l'avons un peu accentué, d'autant plus qu'on est allé chercher les aliments dans des endroits où ils étaient un peu convoités, mais tout le temps, on a fait ça absolument tout le temps. Hein. Les épices, je ne vous raconte pas, il y a eu la guerre des épices. Hein. C'était quelque chose de fou, quoi. Le sel aussi, bien sûr, tout ça, ça fait des guerres. Mais ça fait aussi qu'on met au point des systèmes qui nous permettent de vivre là où on est. Si le climat change, c'est vrai qu'on peut avoir besoin du savoir des autres, qui connaissent bien ces plantes ou même les animaux qui poussent dans des zones climatiques qui correspondent à ça. C'est tout à fait possible. Et même en dehors de ça, c'est intéressant. Et la façon de récolter et de cuisiner, par exemple, elle n'est pas la même. Tout le monde ne récolte pas les pommes de terre de la même façon. Alors, c'est pourtant banal, hein, mais il y en a qui laissent les petits dedans, d'autres qui les ramassent. Qu'est-ce qu'on en fait, etc. Donc il y a cette diversité-là. Alors l'école du Breuil, aujourd'hui, fait partie des écoles qui apprennent aussi aux étudiants à cuisiner. Ça, je trouve ça très intéressant parce que c'est une vraie, enfin, je ne sais pas comment dire, un trésor culturel, la recette. Et ce serait pareil pour le jardinage, hein, bien sûr. Oui, bonjour, vous nous avez montré des photos de votre jardin d'abord, et puis après, un certain nombre de jardins. Je repense à l'ENS, qui est un jardin de un peu plus de 6 hectares, où il y a un peu plus d'1 millier d'étudiants à l'ENS. À Paris 8, le domaine fait un peu plus de 4 hectares. Ce qu'on appelle l'espace vert fait un peu plus d'1 hectare. On a plus de 20 000 étudiants et plus de 1500 personnes qui sont salariés de l'établissement. La question que j'avais envie de vous demander un peu de manière en vous provoquant, c'est comment, dans une démarche de jardin en mouvement, vous abordez la question de la densité humaine, de la densité urbaine. Est-ce que ça vous conduit, par exemple, à promouvoir plus des jardins contemplatifs plutôt que des jardins d'usage, ou est-ce que qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la conception de votre jardin que d'être confronté à de vouloir qu'ils soient en mouvement dans des endroits où il y a beaucoup de gens? Je crois que j'en saurai plus demain parce qu'on va faire un parcours. Mais a priori, c'est pour moi... bon, c'est compliqué quand il y a tant de monde. Hein. C'est pas exclu que ce soit quand même un territoire pédagogique. Même si c'est pas facile, mais qu'il y ait de temps en temps quelque chose qui dise bah, tiens, regardez, il y a quelque chose là qui se passe. Ou là. Et ça peut arriver, quoi. Alors que jusqu'à présent, dans ce genre de cadre, c'est une sorte d'ornement, d'accompagnement, mais qui ne porte pas à comprendre exactement. Et il y a sûrement parmi les étudiants des gens que ça intéresserait d'avoir un accès à la compréhension, si c'est possible. Mais de dire que c'est facile avec tant d'usager de l'espace, je ne sais pas. Il faut que je voie l'espace. Que je ne le connais pas. Hein. Merci. À côté, à Saint-Denis, il y a un projet de plantation, un projet de plantation d'une forêt, ou d'un grand parc, à partir d'un parc déjà existant. Le grand parc prévu tourne autour de 6 hectares,
en centre-ville. C'est important. Et je me demandais si vous pourriez supporter que ce parc ne soit pas un parc en mouvement, que ça se passe sans toutes ces réflexions. Ce serait très nouveau dans la ville. Un parc en mouvement, un espace en mouvement, un jardin en mouvement. Oui, oui, mais c'est plutôt une bonne idée, non? Oui, je vous la suggère. Ah, d'accord. Mais je ne suis pas celui qui est invité à faire une proposition. Peut-être que ça pourrait s'envisager. Ah, peut-être, oui. Oui. Ben, pourquoi pas, oui, bien sûr. Sinon, c'est une sorte de gâchis, oui. de temps perdu. Oui, ben là non plus, je ne connais pas le cas de figure, je ne connais pas les lieux et la raison aussi. Mais de toute façon, rajouter un espace planté, ça ne peut pas être mauvais, quoi. Non, mais il faudrait que ce soit pertinent. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais aussi que les gens soient motivés eux-mêmes, les habitants, quoi. À partir du moment où on fait un travail avec les habitants, ça se passe complètement différemment. Il y a un respect de l'espace évident. Ça, on en a eu des expériences sur des espaces petits, mais c'est chaque fois très, très, très positif. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir comment ces gens se mobilisent, comment ça peut être conduit. Jusqu'à vous, je dirais. Ça fait partie des possibles prises de terrain. La prise de terrain, c'est qu'on va sur le terrain avec l'accord, évidemment, des responsables, des propriétaires. Il ne faut pas qu'on se mette hors la loi, mais on y va avec des habitants. Là, c'est la ville. Ça peut être la ville. Hein. Ça peut être la ville. Et on dit, on fait quelque chose là. C'est ce que le collectif Coloco, notamment, fait de temps en temps. Moi, j'ai travaillé avec eux. Je les ai fait venir à Stolac, en Bosnie-Herzégovine, mais aussi à Lecce, en sud de l'Italie, pour prendre à plusieurs le terrain, mais avec les gens qui vivent là. Et là, il y a quelque chose qui se décide de façon collective, quelquefois avec des marques individuelles, mais de façon collective quand même, globalement. Et évidemment, ça ne ressemble pas forcément à des parcs habituels, quoi. Mais ça n'a pas d'importance. Et ça se passe plutôt bien. Et les gens en redemandent. Enfin, c'est pas... ils ne les laissent pas tomber. Il faut quand même qu'il y ait un gestionnaire... surtout si ça appartient à la commune, il faut qu'il y ait un gestionnaire qui s'occupe aussi de ça. Il faut quelqu'un qui soit dans cette perspective. Qui accepte ça, oui, qui soit dans cette perspective. Enfin, c'est des choses possibles. Ouais, donc pour rebondir un peu sur ce que vous venez de dire par rapport au jardin qui va être construit là-bas, juste derrière la gare, en fait. Il va y avoir avec Pleine Commune, en fait, il y a un programme donc d'accompagnement de trams vertes et de trams bleues qui était, donc avec quoi on a eu une petite conférence justement avec Pleine Commune pour savoir à quel point on pouvait faire rentrer et avec le patrimoine aussi avec Geoffrey Moreau, savoir à quel point en fait on pouvait faire rentrer ce projet de parc à l'intérieur de UP8. Pour rebondir là-dessus, j'ai une question pour vous aussi. C'est que dans ce parc, il y a aussi un programme de verger, puisqu'il y a un projet de maison un peu ouvrière avec un petit jardin derrière qui va prendre sur l'espace du parc et une sorte de dimension productive, entre guillemets, de cet espace. Et je voulais savoir comment est-ce que vous interprétez ou pensez, par exemple, le jardin en mouvement avec éventuellement une notion de jardin productif. C'est-à-dire, est-ce que vous intégrez dans ce concept de jardin mouvement la notion de productivité, si on cherche... voilà. Oui. Alors, sur le jardin en mouvement tel que je vous l'ai montré là, les formes changent surtout dans la strate herbacée où on n'a pas de façon spontanée énormément de choses à ramasser, mais quand même on peut faire des purées d'orties, des soupes sans difficulté dans le jardin en mouvement, et puis plein d'autres espèces quand même qui sont comestibles. Encore faut-il apprendre à savoir quelles sont les bonnes et les mauvaises, parce qu'il y en a qui sont dangereuses aussi. Donc il y a toute une flore sauvage. Bon, il y a des spécialistes là-dessus qui font des visites guidées, qui expliquent aux gens.
Mais il y a aussi tout un travail qui peut être fait sur la production que l'on désire, que l'on organise. Et une friche armée, par exemple, avec des jeunes pousses de pyrrhus ou de malus, je ne comprends pas qu'on appelle ça malus, mais enfin bon, le pommier, hein, c'est le nom latin. Alors, dans le effaceur, il change les mots, hein, il s'appelle bonus finalement. Pommier, parce que quand même, vous voyez, une pomme chaque jour, vous imaginez, la santé toujours est bon. Mais on peut greffer ça sur le... Je change son nom, donc il s'appelle maintenant Bonus sylvestris. C'est un pommier sauvage. Et là, vous pouvez greffer. Alors, il y a un greffeur génial qui s'appelle... j'ai oublié son nom. Il greffe tout sur tout. Très, très connu en France. Bon, j'ai oublié. Mais enfin, bon, la greffe, c'est quand même quelque chose de pratiqué depuis très, très longtemps. Et on peut le faire sur des poiriers sauvages, spontanés. Le Pyrrhus sylvestris, le pommier sauvage aussi. Là, on peut avoir... Mais on peut aussi planter. Et bien sûr. Et c'est pas facile parce que c'est, je crois d'ailleurs, à Saint-Denis, dans le parc qui était près de la cathédrale, qu'il y a eu des fruitiers proposés par Lucienne Taillade-Collin à l'époque, et qui est une paysagiste qui avait fait ce jardin. Elle a eu du mal, mais ça s'est fait quand même, parce que les fruitiers n'étaient pas bien vus. Parce que si on met des fruitiers, on va les ramasser. Ben oui, c'est fait pour ça, les fruits. Donc, on va abîmer les arbres, on va casser, je ne sais pas quoi. Moi, quand j'ai voulu mettre des cerisiers au parc André-Citroën, on m'a dit c'est interdit. Alors, j'en ai quand même mis, hein. Mais c'est comme ça, quoi. Parce que pour ces raisons-là, hein. Alors que, je sais pas, vous allez à Athènes, vous ramassez des oranges dans la rue. Donc, c'est juste une vision, et je trouve qu'on pourrait effectivement multiplier, mais sérieusement multiplier les arbres fruitiers qui donnent tout et gratuitement, hein. Alors, est-ce qu'il y a des régions en France où le concept de jardin à mouvement est plus propice, ou c'est à chaque fois une histoire d'un commanditaire, une personne, peu importe où elle est d'ailleurs, en France ou en Europe, hein, c'est compliqué parce que c'est un changement de modèle culturel. Donc ça veut dire qu'on accepte l'idée qu'on n'appelle plus une herbe une mauvaise herbe, c'est une herbe. Ben ça, c'est pas facile. Là, vous pouvez faire changer toutes les techniques que vous voulez, avec les outils, avec tout, l'informatique, tout le monde accepte, il n'y a aucun problème. Mais changer de modèle culturel, non, ça prend beaucoup de temps. C'est plus facile avec les jeunes. Avec un jardinier, par exemple, ou quelqu'un qui s'occupe de l'entretien, qui a un certain âge, qui a eu l'habitude de faire les choses avec des idées très précises, c'est ce qu'on lui expliquait, qu'il acceptait, et puis on disait c'est bien et tout à coup, il faut qu'il change, là c'est dur. Là, c'est compliqué. Donc un jardin en mouvement, il peut se faire plus facilement avec les jeunes. Bonjour. Et justement, d'un point de vue culturel, comment ça marche avec peut-être une culture générale qui est au gazon tondu de façon parfaite, des arbres dessinés? Comment on travaille avec le commun, avec le novice, avec l'autre, sur ces questions du jardin en mouvement? Comment on amène à transcender un peu sa vision, enfin sa culture par le mouvement? C'est en mettant l'autre, donc celui que vous suggérez, qui est habitué au green parfait, qui même va peut-être aller jusqu'à peindre en vert l'herbe, comme on fait en Californie. Vous avez des entreprises qui font ça, parce qu'ils ont tellement de sécheresse depuis plusieurs années qu'ils ont des entrepreneurs qui font uniquement la peinture du... Bon. Ou l'herbe synthétique. Le gazon synthétique, c'est très compliqué, parce qu'il faut l'arroser. Je ne sais pas si vous savez. Parce que si vous tombez dessus, vous vous brûlez. C'est très, très dangereux. Et en plus, ça capture toutes les impuretés. Enfin, c'est un truc, il faut laver avec beaucoup d'eau. Mais il n'y a pas d'eau, hein. J'ai assisté à l'inauguration d'un hectare de gazon en plastique dans le lycée français de Madrid, il y a 4 ans. L'ambassadeur était là, il était un peu... Moi, c'était pas prévu, hein, mais bon, il était un peu gêné. Et voilà, il y a une ville où il n'y a pas d'eau, Madrid, du tout. Ils la font venir de l'autre bout du monde. Et voilà, on fait ça. Bon, enfin bon, on veut pas. Alors c'était pas votre question. Votre question, c'était comment on change de modèle culturel quand même. Alors, ce serait par la surprise, l'émerveillement, l'étonnement. C'est plus facile avec des petits, hein, de leur montrer comment ça marche une fourmi dans l'herbe, à quoi sert cette plante, qu'est-ce que c'est que cette niche, ce terrier, etc. Et là, c'est gagné. Mais même des adultes qui ont pourtant des modèles ancrés,
on peut arriver en leur expliquant comment ça marche, que, ben oui, non, ça c'est bien, ça a une valeur, etc. Ça s'est passé à la ville de Grenoble, où il y avait vraiment la population, elle n'était pas contente, les habitants, parce qu'il y avait des herbes mauvaises, soi-disant, qui poussaient. Parce que la ville de Grenoble avait, depuis déjà plusieurs années, engagé une gestion tout en bio, disons, qui protégeait. Bon. Alors, je leur ai fait la proposition de faire, c'était la première fois que j'ai fait cette proposition, ça n'a pas eu lieu, mais une école de la reconnaissance de la diversité en ville, qui finalement a été faite plus tard dans les communautés d'agglomération des lacs de l'Essonne et qui s'est appelée l'école du jardin planétaire. Bon. Maintenant, il y en a 3 qui portent ce nom. Moi, ce n'est pas moi qui ai choisi le nom de jardin planétaire, mais enfin, c'était l'idée. Et les gens viennent et se promener dans la ville avec des guides, des enseignants, des gens qui gèrent, en fait, qui leur disent voilà ce qu'on fait, voilà pourquoi on fait ça. Si la ville de Grenoble n'a pas fait cette école, c'est parce que les jardiniers de la ville avaient très bien compris qu'il suffisait d'expliquer. Et ils expliquent aux habitants à quoi sert la limace, l'escargot, le machin, tout, la fourmi, etc. Et l'herbe, comment elle s'appelle. Ce qui a un nom existe. Et que ça n'existe pas, c'est une saloperie, allez hop, on tue. C'est terrible, mais enfin, on est quand même là. En plus, vous avez dans les têtes de gondole des supermarchés partout tout ce qu'il faut pour tuer, encore aujourd'hui. Donc c'est compliqué. Mais on peut y arriver par là. C'est-à-dire par un certain étonnement. Puis quand les gens comprennent, ils sont contents de comprendre. Ça se voit. Hein. Et à partir de ce moment-là, ils changent de vision. Ah, on n'a pas épuisé la question. Je me demandais quelque chose par rapport à l'eau, parce que vous avez parlé plusieurs fois du coup de la sécheresse, des problèmes liés à l'eau. Et je me dis, quand vous intervenez près de bâtiments comme ça, est-ce que vous exploitez ça, le fait que la récupération d'eau soit plus facile? Est-ce que vous l'utilisez ou est-ce que vous partez du principe que c'est juste ce qui tombe? Enfin, voilà, comment vous gérez? Je sais pas. J'essaye. D'une façon générale, on n'arrose pas. On évite l'évaporation dès qu'on est avec des sols que l'on a remués, qui sont des sols pour les jardins potagers et tous les cultures vivrières. On paille énormément. Et on paille et on utilise à tel point ces matières organiques, en perma notamment, c'est comme ça, parce qu'on en met aussi dans la terre, qu'il n'y a pratiquement pas besoin d'apporter d'eau. C'est exceptionnel qu'on en ait besoin. Ça peut arriver, mais c'est vraiment exceptionnel. Bon, ça dépend des sols aussi, parce que moi, dans mon sol complètement sableux, filtrant, si je suis obligé d'intervenir un petit peu, mais je vais chercher l'eau dans un endroit où je l'ai stockée. Et elle vient du toit. C'est récupéré systématiquement. J'ai aussi des toilettes sèches. Donc on fait des économies d'eau comme on le peut, et ça devient de plus en plus urgent, hein, vous le savez bien. Mais on peut trouver des scieries fleuristiques adaptées à n'importe quel sol. Enfin, il y a quand même des limites, parce qu'il y a un moment où on peut arriver dans un désert. Hein. Mais il faut économiser l'eau complètement. Hein. C'est quelque chose de très très important désormais. Pour récupérer l'eau? Oui, bien sûr. Oui, c'est idéal. On a une surface qui est quasiment étanche. Enfin, c'est mieux si elle l'est. Et on récupère avec les gouttières, avec les machins. Oui, bien sûr. Oui, oui, peut-être une question sur la question du... Quand une plante est malmenée ou qu'on a essayé qu'il y a une notion d'abandon sur un jardin, on le voit par exemple sur des jardins comme fait par Cribier, qui sont surdessinés ou très designés. En fin de compte, il n'y a pas d'autre solution que de repartir à zéro. C'est-à-dire qu'il y a des jardins comme ça qui ont été, suite à l'abandon, ont été détruits. Dans la notion du jardin en mouvement, il y a une autre notion qui est des fois insupportable pour beaucoup de paysagistes ou beaucoup d'aménageurs, c'est que la notion d'abandon ou la notion d'éphémère prend le dessus, mais parce qu'il y a une connaissance. Pour toi, quelle est justement cette notion d'une plante qui est malmenée, un sol qui est malmené? Quelle est sa capacité, ou quelle
Qu'est-ce qui se passe? On voit, nous, sur un jardin, qu'on a un espace que l'on a fait pour une université à Clermont-Ferrand. C'était le campus des Céseaux. Il y a à peu près 5000 étudiants, 500 chercheurs. Et pour des questions d'économie, il faut intervenir non pas des jardiniers qui ne sont pas formés. Donc ces jardiniers, s'ils n'ont pas des outils entre les mains mécaniques, des aspirateurs, des machines, ils considèrent qu'ils ne sont pas reconnus. Donc en fin de compte, ils ont perdu la notion de jardin. Ils ne connaissent plus les plantes. Et du coup, ils ne veulent même plus jardiner. Et c'est donné à des CAT qui viennent. Ils viennent une fois par mois. Et en 2-3 jours, ils sont 20. Et ils rasent la totalité du campus. Une fois par an. Et les plantes, petit à petit, elles ont été très malmenées parce qu'ils coupaient avec des engins mécaniques des plantes à 2 cm du sol. Et on a eu une perte. Pour toi, cette notion d'une plante qui est malmenée, est-ce qu'on a une perte forcément? Comment des terrains qui ont été malmenés par des traitements, quand il n'y a plus de sol, est-ce qu'il y a un espoir de retrouver quelque chose? Comment peut-on... Oui, alors, d'abord, il faut éviter de malmener. Ça veut dire qu'il faut changer complètement de personnel s'occupant du jardin. Et ça devient maintenant un peu urgent dans beaucoup d'endroits. Mais on peut, si le sol est traité chimiquement, là, il faut entre 20 et 50 ans de dépollution, sans rien faire. S'il est traité, malmené seulement mécaniquement, c'est beaucoup plus facile de retrouver la vie. Malgré tout, il y a des tas de choses qui vont échapper. Il y a des migraines minuscules qui vont passer à travers tous les outils destructeurs. Il y a plein de choses qui vont résister. Mais pas la chimie. La chimie, vraiment, elle détruit. Et on sait bien, hein, vous avez tout ce qui vient des lisiers, des élevages de cochons en Bretagne et qui font développer les ulves sur les côtes. C'est une eutrophisation de l'eau, de la mer, qui vient par l'écoulement. Mais on sait, parce que ça a été calculé, qu'il faut une 30aine d'années pour dépolluer ces ruisseaux et ces sols. Bon, c'est toujours possible. Sauf que c'est quand même là... on se met vraiment dans des difficultés assez importantes. Puis il y a quelquefois des sols qui sont irrécupérables. Mais dans un sol qui est maltraité mécaniquement, un jardin qui était détruit, géré n'importe comment, si on laisse tranquille, au bout d'un moment, ça se rétablit, quoi. Donc ça, il ne faut pas désespérer avec ça. Il faut juste changer de gestionnaire. Oui, moi j'avais une question par rapport... Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de travailler un peu plus avec des gens qui font du biomimétisme par rapport à l'émerveillement des adultes? Et ça peut se faire aussi dans une université, des start-up, etc. Et monter un réseau qui soit comme ça. Voilà. Il me semble que ça pourrait être intéressant. Et puis, l'autre question, c'est un peu... Bon, c'est jardin en mouvement, mais c'est un petit peu autre chose. C'est le problème du compost et des plantes nettoyantes. Je me suis posé la question, justement, j'étais dans le jardin poétique, là, sensible, zone sensible. Quand les plantes nettoient, il faut encore que les plantes... Après, qu'est-ce qu'on fait des plantes qui ont nettoyé? Et je pensais qu'il y a probablement une alchimie des plantes derrière. Voilà. Alors, la première question, c'était le biomimétisme. Voilà, le biomimétisme, oui. Ben ça, c'est quelque chose qui, pédagogiquement, a beaucoup de valeur, enfin beaucoup d'effets, de résultats, parce que c'est extraordinaire quand on comprend comment les choses se passent. On peut commencer par le velcro, hein. C'est facile. Hein. Vous passez dans un champ, dans de l'herbe folle aujourd'hui, à cette époque-ci, en fin d'été, et vous vous retrouvez avec tous les trucs accrochés qu'on a copiés pour faire la bande velcro. C'est pas du tout... c'est copié, vraiment, quoi. Donc tout ce qui est... toute la technologie de biomimétisme, elle s'inspire, qu'on copie, bon, quelquefois intelligemment, quelquefois peut-être pas, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça intéresse beaucoup, ça amuse même. Hein.
Il y a eu l'autre jour, comme ça, une femme avec son manteau, un petit manteau, qui était couvert de graines de bardane et de je ne sais plus quoi, de telle façon que ça faisait presque un tableau. Elle a dit, oh, j'aimerais bien que ce soit imprimé comme ça. C'était juste des choses qui se sont accrochées naturellement. Voilà. Vous disiez l'autre, c'est Oui. Alors, toutes les plantes sont extractives. Elles se servent de sels minéraux qui sont dans le sol. Et il y en a quelques-unes qui sont plus adaptées, comme la famille des crucifères, par exemple, pour se contenter, même arriver à extraire des métaux lourds et des choses qu'on n'a pas envie d'avoir dans le sol. Sauf qu'elles sont stockées dans la plante. Alors là, il y a deux choses l'une, où elles sont stockées et elles continuent donc d'exister. Qu'est-ce qu'on en fait? Où elles sont stockées mais transformées sans être actives par un phénomène chimique de chélation, c'est-à-dire qu'il y a la partie qui, elle, est nocive, ne l'est plus, même si elle est toujours là. Et là, donc, ça va, tout va bien, mais ce n'est pas forcément la majorité. Alors, il y a eu moi, je ne sais pas où on en est là de ce point de vue, il faudrait que je me renseigne, mais une entreprise qui, elle, récolte et retransforme les plantes, enfin reprend les métaux à partir des plantes. Après, je ne sais pas ce qu'ils font des métaux, mais des métaux lourds. Hein. Mais c'est une drôle d'idée. Hein. Pourquoi pas? Parce que là, on est dans un recyclage qui n'est pas inintéressant. Je ne sais pas du tout, là, je vous donne la piste, mais il faudrait vous renseigner pour voir. Mais je crois que ça fonctionne. Maintenant, on peut aussi laisser tout simplement, petit à petit, se refaire le sol et se désintoxiquer. C'est ce qui se passe avec la ferme du Bonheur, dans l'axe de Nanterre, où vous savez peut-être, là on est sur un sol qui est pollué, parce qu'on est dans l'axe, au-delà de la Grande Arche, et Roger Després, qui a la ferme du Bonheur depuis longtemps maintenant, avec des animaux et tout ça, il a mis un potager en culture il y a quelques années, et on lui a dit non, vous n'avez pas le droit parce que c'est pollué. Il faut mettre une bâche et remettre un sol agricole de bonne qualité dessus et replanter. Et là, c'était juste dépenser énormément d'argent pour rien. Parce qu'il suffit de laisser le sol se transformer. Il y avait déjà énormément de végétaux qui avaient poussé, dont bien sûr les acacias et tous ceux qui viennent tous spontanément avec beaucoup de facilité, mais plein d'autres, et pas mal d'insectes, les oiseaux aussi. Bref, un écosystème qui s'équilibrait. Il a commencé son potager, et là, avec toutes les analyses régulièrement, heureusement, il a désobéi. Hein. Il a donc pu faire manger, petit à petit, d'abord les fruits et les feuilles loin du système racinaire, puis petit à petit jusqu'aux carottes, c'est-à-dire aux racines. Donc, il faut attendre le temps de la récupération du sol. Ça prend des années, mais pas si longtemps que ça. Lui, il est allé assez vite. Hein. En 10 ans, ça s'est assaini. Mais ils font des analyses régulièrement. Hein. Bon, ils travaillent beaucoup avec... Ah ben, il s'assainit pour nous, hein, à notre point de vue, à nous. Ça ne veut pas dire grand-chose. Disons que les substances que nous considérons comme toxiques partent petit à petit. Et surtout, les plantes, elles, qui n'arrivaient pas à pousser au début, parce qu'elles avaient trop d'exigences normalement, elles ont de plus en plus la possibilité de le faire. Ça commence souvent, on voit ces sols-là très pollués, qui commencent à se couvrir petit à petit de mousse, par exemple, c'est ce qu'on appelle les prépelouses abryophytes, ce sont des plantes qui n'ont pas de racines. Donc elles n'ont pas les mêmes substances toxiques qui arrivent dans leur corps. Et c'est par une pression osmotique que le liquide en elles passe d'une cellule à l'autre, mais il n'y a pas de vaisseau. Donc elles ne sont pas du tout dans le même comportement que toutes les autres plantes. Mais petit à petit, ça crée un humus dans lequel il y a des plantes qui vont s'installer, des plantes à vaisseau. Et à partir de ce moment-là, il va commencer à y avoir une dépollution. Donc ça prend du temps, mais je veux dire, c'est possible, vous voyez. Dès qu'on arrête le système qui pollue, on rentre dans une mécanique de dépollution. Enfin, encore aujourd'hui. Si un jour ce truc-là s'arrête, là...
Oui, j'ai une dernière question. Moi, j'ai la réponse, mais je voulais peut-être que tu t'exprimes à ce sujet. Enfin, j'ai la réponse. Par rapport à une collectivité qui voudrait se lancer dans cette démarche de jardin en mouvement et faire former ses jardiniers. Donc on sait qu'il existe quelques lycées agricoles ou des choses comme ça, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens que les jardiniers se forment et qu'une collectivité puisse avoir accès finalement à cette mise en application voilà, c'était... Je ne sais pas si ma question est claire. Puis après, je pense qu'on va arrêter là, c'est ça. Ouais. Je veux former une armée de jardiniers planétaires. Pour prendre un terme militaire. Oui, alors je n'ai pas de réponse là. Tu en as, toi? Ah oui, l'école du Breuil, oui. Oui. L'école du Breuil, c'est une école officielle, dépendant maintenant un peu moins de la mairie de Paris, mais quand même, bon, elle fonctionne avec comme ça. C'est officiel, c'est certifiant, il y a quelque chose Oui, bien sûr. Ils sortent avec un diplôme, oui. Oui. Mais ça fait... Ce sont des gens qui viennent isolément, qui se regroupent parce qu'ils sont dans une promotion, mais ils ne sont pas dans un collectif actif quelque part en train de faire quelque chose. Il y en a, mais je ne sais pas où. Hein. Je vais chercher. Dernière question. Bon, allez. Dernière question. Pour répondre aussi à la question de la dame, en fait, j'ai travaillé pendant 2 mois à Zone Sensible, la ferme à Saint-Denis. Et là-bas, ils acceptent tous les jours, de lundi à samedi, des bénévoles. Ça, c'est une manière pour se former. Moi, je suis formée en permaculture, on peut dire. Moi aussi, de la question, par exemple, du compost, comment faire avec la pollution. La pollution du sol est là. On peut rien faire. Mais par exemple, à Zone Sensible, ils ne cultivent pas des épinards. Parce que l'épinard, ils vont désintoxiquer les sols, mais après, on les met dans les composts, et les composts vont réintoxiquer la terre. Par exemple, ça, c'est une manière de faire avec. Il y a des analyses, non? Oui, il y a des analyses. C'est Paris Agritech qui vient. Et par exemple, à la place d'épinards, on a l'oseille. Ou sinon, les topinambours, pommes de terre, ils marchent bien, ça passe. Mais une chose qui m'a fait penser, on allait chaque jour à Zone Sensible, c'est que les jardins, et ce n'est pas les seuls, est fermé. Et les jardins en lui-même, c'est un espace, c'est un enclos. Et ça m'a fait... J'ai pas compris. Les jardins sont les jardins, comme Zone Sensible, oui. C'est fermé. C'est un espace clos. Mais... Parce qu'il y a un portal. Ah, oui, et pour rentrer, si tu es bénévole, tu peux rentrer. Mais en fait, je n'ai pas vu trop la relation avec les territoires et les gens de territoire. Par exemple, de Saint-Denis, de Saint, il y a beaucoup de Parisiens qui viennent. Mais en fait, la connaissance n'est pas partagée avec qui habite et côtoie les jardins chaque jour. Et en général, je me pose la question, comment ouvrir les jardins et se réapproprier de l'espace public en faisant de tous les espaces verts des jardins, vergers ou pas. Donc c'est un peu ça. Ça, c'est une chose difficile et qui existe un peu quand même. Lorsqu'il y a des petits immeubles avec des habitants qui s'entendent quand même pas trop mal, avec lesquels on peut engager quelque chose, c'est arrivé avec le collectif Coloco, dont je parlais tout à l'heure, à Montpellier. Ils ont transformé tout un parking qui était pour tous les habitants, mais ils ont pris à chaque fois un emplacement de voiture sur 2 pour faire un jardin. Donc ça fait des petits jardins qui appartiennent à ceux qui ont les emplacements, mais pas forcément, parce qu'ils partagent la gestion tous. Donc c'est assez intéressant. Bon, on ne peut pas faire ça partout, et je veux dire, ça, c'est du cas par cas. Mais c'est envisageable, quoi. Bon, là, à Zone Sensible, c'est autre chose, parce que c'est vraiment une zone de production assez importante. Et évidemment qu'ils n'ont peut-être pas envie qu'il y ait des gens qui viennent la nuit ramasser les... Enfin, il y a une certaine surveillance obligatoire.
C'est intéressant, je trouve, les projets que vous avez fait à Palerme, à Lausanne. Ça, c'était, pour moi, un exemple différent, mais qui ça peut marcher un peu partout. Oui, mais en tout cas, c'était joyeux. Ça semblait vraiment faire plaisir à ceux qui habitent là. Hein. Ouais. Bien. Je pense qu'on peut remercier Gilles Clément pour son intervention. Merci beaucoup, Gilles Clément.